L'Arizona, entre légende indienne et nature sauvage, 320 jours d'ensoleillement par an, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, si je vous dis l'Ouest, le vrai, celui qu'on voit dans les films et qui a pétri notre imaginaire et le cinéma hollywoodien, celui qui va de la frontière mexicaine aux confins de l'Utah, en passant par Phoenix, Tucson, Bisbee ou encore Tombstone. Oui, dans cette émission, nous partons en Arizona. On s'embarque donc ce soir pour de longs et hypnotiques trajets en voiture sur des routes s'enfonçant à perte de vue, des steppes lunaires, des déserts hérissés de cactus, des pitons de grès rouges flamboyants dans le soleil couchant. Oui, qu'à l'Arizona, c'est d'abord ça, un kaléidoscope de paysages extrêmement envoûtants. Mais attention aux clichés que nous allons battre en brèche dans cette émission. Le 6e plus grand État des États-Unis, avec ses 320 jours de soleil par an, c'est aussi le pays des spas, de la méditation, du yoga, du golf, de la contemplation, de la nature et du chant des chamans. En Arizona, la nature fait sens, elle vous enveloppe et elle vous captive comme elle a captivé ses premiers habitants, les Amérindiens, dont les descendants sont encore là et que vous pouvez rencontrer, avec lesquels l'échange est toujours singulier. En Arizona, la mythologie de l'Ouest, mais pas seulement, c'est maintenant. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de cet État, l'Arizona, nous avons invité Laura Guarneri, responsable presse de l'Office du tourisme de l'Arizona en France. Bonsoir Laura. Bonsoir. Et Romain Chéreau, directeur du Cercle des Voyages, une agence spécialisée sur le voyage sur mesure. Bonsoir Jérôme. Romain. Bonsoir. Moi j'ai un problème avec les prénoms, je vous le dis tout de suite. Je vais tous vous appeler à un moment donné Patrick, Germain et Simone. Et Carole Morgan qui est avec nous en direct d'Arizona. Elle est photographe depuis 20 ans. Elle est installée à Scottsdale. Bonsoir Carole. Bonsoir. On est ravis de vous entendre parce qu'il y a un petit décalage de combien entre l'Arizona et nous? 8 heures. 8 heures, ça Pour va. nous, c'est le matin. Ouais. On entend les oiseaux siffler, c'est mignon. Toujours, ouais. C'est rigolo. On va commencer avec vous, Carole Guarneri. Vous allez nous parler de ce 6e État le plus grand des États-Unis, qu'on appelle l'Arizona. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le résumer? C'est l'état de la nature, c'est l'état où on vient chercher, on en prend plein les yeux. C'est d'abord ça, le premier choc? L'Arizona, c'est, oui, comme vous l'avez dit, c'est 320 jours d'ensoleillement par an. Donc déjà, rapprochez-vous du micro. Les bonnes vibrations quand on se trouve sur la route à parcourir la route du nord au sud pour découvrir tous les grands parcs nationaux, pour découvrir les villes de Phoenix, Scottsdale, Flagstaff, Tucson, Sedona. C'est un vrai road trip que l'on invite les auditeurs à faire dans tout l'État parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à faire là-bas, ici et là. Alors on peut dire qu'il y a un État, enfin il y a une partie sud et une partie nord qui sont assez distinctes ou pas du tout? Oui, disons que si pour différencier, on pourrait dire que dans le nord, ce sont surtout des grands paysages iconiques. On y trouve le Grand Canyon, on y trouve Monument Valley, on y trouve le Canyon de Shea, on y trouve Antelope Canyon, on y trouve le parc national de la forêt pétrifiée, Meteor Crater, donc beaucoup de paysages. C'est quoi Meteor Crater? Meteor Crater, c'est un lieu où est tombée une météorite il y a de très nombreuses années, où les astronautes se rendent pour faire des tests, des expériences. Donc on peut visiter le lieu en extérieur. Le sud se distingue plus par son côté, peut-être étant proche de la frontière mexicaine, par son côté justement hispanique. On y trouve des hôtels façon hacienda, on y trouve une cuisine qui est métissée entre la cuisine mexicaine et les spécialités du sud-ouest américain. Donc, et on y trouve... C'est aride. C'est plus aride, effectivement. Et on y trouve le parc national Saguaro avec les cactus à bras qui sont typiques du désert de Sonora. Ça fait bien le cactus à bras. Absolument, que l'on trouve uniquement dans cette partie du monde. Romain Chéreau, directeur du Cercle des Voyages, agence de voyage sur mesure. Parlez-nous de votre agence, elle est spécialisée sur le voyage, mais plus particulièrement sur le sur mesure, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi pour l'Arizona? Approchez-vous de votre micro, Romain. Nous, on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Donc, déjà, on est assez fiers de ça. Donc, on fait évidemment le monde entier, mais les États-Unis, c'est de loin notre première destination. Alors, le sur-mesure, c'est un grand mot parce que c'est vrai que tout le monde parle un petit peu de sur-mesure. Nous, on va plus parler de personnalisation, de co-construction. En gros, le client, il a un projet, il a des besoins, il a des envies, et nous, on doit y répondre. Exemple, donnez-nous un exemple. Un gars pousse la porte, il dit je veux aller en Arizona. J'ai un fan de basket. Voilà, il veut aller voir son équipe préférée en Arizona, les Suns, je crois. Alors, absolument, il pourra le faire à Glendale.
Donc le point de départ, ça va être sa passion pour le basket. On va lui organiser un voyage tout autour de cette passion, donc évidemment à Phoenix. Mais après, on va organiser tout un voyage. Ça peut être des familles. On va adapter évidemment les itinéraires pour eux, des couples où c'est leur premier voyage. Donc vraiment, on a des besoins, il y a des envies, et nous, on s'adapte avec une expertise. C'est-à-dire que chez nous, on a 40 conseillers experts du voyage. Ils connaissent parfaitement la destination. Donc on est en mesure de répondre, je dis pas à tout, mais quand même à beaucoup de choses. Donc vous êtes d'accord avec Laura pour qualifier l'Arizona d'état iconique, d'état de grande nature, d'état spectacle un peu? C'est vrai, quand on parle du Grand Canyon, on en prend plein les yeux. On en prend plein les yeux, c'est l'icône, donc c'est immanquable et c'est incontournable. C'est la visite numéro 1, Grand Canyon? En Arizona, oui. En Arizona, clairement, tout le monde veut faire le Grand Canyon. Après, la chance qu'on a sur les États-Unis, c'est ce qu'on appelle une destination de repeater. C'est-à-dire qu'il y a des passionnés qui voyagent pour la première fois aux États-Unis, ils vont faire le Grand Canyon, mais dans un deuxième voyage, nous, on va essayer de les emmener un petit peu autre part. Le repeater, celui qui va 2 fois. 2 fois, 3 fois, des fois 4 fois. Le repeater 3 times. Et là, on aime bien l'amener justement dans le sud pour justement aller explorer d'autres régions un peu plus isolées. Et nous, on appelle ça loin des foules. D'accord. Avec un peu moins de monde. Carole Morgan, est-ce que vous êtes loin des foules à Scottsdale? Parlez-nous de l'environnement qui est autour de vous. Je rappelle que vous êtes photographe, installée depuis 20 ans en Arizona. Vous êtes aussi réalisatrice de documentaires. Vous êtes française. Et comment vous êtes arrivée là-bas? Et pourquoi vous êtes restée surtout? Qu'est-ce qui vous a pris? Alors moi, je suis arrivée là-bas grâce à mon mari. Il y a un chien. Oui, il y a un chien chez les voisins. Je suis partie en Arizona. En fait, je suis partie en Californie pour travailler sur un clip avec David Charvet. Et j'ai rencontré mon mari par hasard, qui vivait en Arizona. Donc, quelques mois plus tard, j'ai déménagé. Je me suis installée en Arizona. Et c'est vrai que la lumière ici, à part aujourd'hui, mais normalement, la lumière d'Arizona est extraordinaire pour un photographe. Donc, j'ai vraiment adoré. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nature, les grands espaces. C'est un rêve total, en fait, ici. Et c'est pour ça qu'on y va. Et c'est vrai que cette nature, elle vous capte tout de suite. Ah ouais. Ouais, complètement. Alors moi, j'étais parisienne, vraiment parisienne, née et grandie et vécue à Paris jusqu'à 36 ans. Et c'est moche. C'est moche. Ouais. Jamais imaginé quitter Paris et surtout jamais imaginé autant aimer les grands espaces et le calme et la nature. Et en fait, j'adore la vie ici. C'est magnifique. Il y a le Grand Canyon, mais il y a aussi Monument Valley. Il y a aussi on va en parler, Canyon. bien sûr. On va parler de tout ça. On va essayer de faire un tour complet de l'Arizona. Juste un petit mot sur Scottsdale, la ville que vous habitez. D'abord, vous habitez dans une maison comment? On est très curieux de savoir dans votre cadre de vie. Nous, on habite dans une maison juste derrière le désert, en fait. On n'est pas dans le centre de Scottsdale, on est plutôt dans le désert. Il y a les cactus derrière chez nous. C'est super joli, très proche de la nature, très différent de ce que j'ai vécu à Paris, en fait. D'accord. Et vous travaillez du côté de Phoenix? Voilà, c'est ça. En fait, je suis photographe et là, en ce moment, je travaille sur un documentaire sur une femme artiste de 84 ans qui s'appelle Rotrot, qui est la femme de Yves Klein et qui est une personne merveilleuse, une artiste formidable. Et du coup, ça fait 5 ans que j'ai démarré ce projet. On est en train de terminer. Et vous me confiez hors antenne que les Français connaissent bien Phoenix, mais ils s'arrêtent à Phoenix. Ils ne vont pas jusqu'à Scottsdale. Donc il y a pratiquement pas de Français à Scottsdale. Vous êtes tranquille. C'est vrai. il y a une petite communauté quand même très sympa de Français qui avaient envie de grands espaces et du coup on s'y retrouve tous, mais beaucoup plus d'Américains effectivement. C'est vrai que c'est pas la destination. Il y a beaucoup de golf là-bas. Donc c'est vrai on va en parler. Voilà, pour les golfeurs c'est une super destination, surtout l'hiver. Et Gad Elmaleh est venu vous rendre visite. Racontez-nous. Exactement. Alors, il y a très peu de Français, parce que les Français, en général, s'arrêtent à Los Angeles pour faire leur show, pour le cinéma, pour tout. Alors qu'en réalité, ici, il y a quand même une petite communauté de Français qui, on était ravis d'avoir Gad Elmaleh. C'est la première fois qu'on avait un Français qui venait se présenter sur scène et faire son show, et ça a cartonné. Donc, on espère qu'il y en aura d'autres. Très bien. Laura Guarneri, vous conseillez de commencer par quoi quand on arrive en Arizona? Déjà, on fait un vol Paris, on arrive où en général? Alors, on peut arriver à Phoenix, mais pas en vol direct. C'est-à-dire que soit via Londres, soit via Dallas, soit via Chicago, soit via Philadelphie. D'accord. On arrive à Phoenix, et puis qui est la capitale, et Scottsdale n'est vraiment pas loin. Les deux constituent une grande métropole dans ce qu'on appelle la vallée du soleil, the Valley of the Sun. Donc, les deux villes se font très facilement au cours d'un même séjour. Donc, on peut commencer par là? On peut tout à fait commencer par là. On loue une voiture ou une Harley Davidson? Oui, après, on peut parler de ce qu'il y a à voir à Phoenix, parce qu'il y a, si les gens s'intéressent à la culture, notamment amérindienne, il y a le Heard Museum, qui a une très belle collection d'objets d'art amérindien, y compris des poupées Kashina, qui sont des poupées artisanales très belles, faites par des Indiens.
Il y a aussi le MIM à Phoenix, le Musical Instrument Museum, qui est une collection privée, mais c'est elle est ouverte au public ? Oui, c'est un monsieur qui collectionnait ces instruments, qui en a fait don à un musée à Phoenix. Et il y a plus de 3000 instruments du monde entier. Et les gens peuvent... C'est très interactif parce que les gens ont un casque et ont des vidéos pour voir de quelle manière tel instrument d'Afrique, d'Océanie est joué dans son élément naturel. Très bien. On va marquer une petite pause, Laura. Oui. On va faire une petite pause et on va continuer à parler. Vous allez continuer à nous faire voyager et découvrir l'Arizona avec nous, mes chers invités. Dans un instant, on se retrouve. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et ce sont les paysages de l'Ouest américain et en particulier de cet État, l'Arizona, que nous découvrons ce soir avec Laura Guarneri, responsable presse de l'Office de tourisme de l'Arizona en France, Romain Chéreau, directeur du Cercle des Voyages, agence de voyage sur mesure, et Carole Morgan, qui est photographe installée depuis 20 ans en Arizona à Flagstaff. Et elle nous disait tout à l'heure qu'il faisait pas beau pour une fois dans l'année et c'est ce jour-là où on appelle. C'est assez marrant. Mais en général, il fait chaud et beau. Laura ? En général, il fait chaud. Oui, les températures sont clémentes toute l'année. Alors, les températures montent un peu, évidemment, en juillet-août. Donc, si les gens se rendent dans le nord, par exemple, les soirées sont un peu plus fraîches, donc on peut trouver de la fraîcheur. Et quoi qu'il arrive, les voitures de location sont climatisées, les hôtels sont climatisés, les musées le sont aussi. Donc finalement, c'est pas si terrible que ça. Mais si on devait privilégier peut-être une saison plus agréable, ce serait entre avril et juin, et de septembre à novembre, par exemple. Là, il fait tout à fait beau et encore chaud dans cette partie des États-Unis. Romain Chéreau, qu'est-ce qu'on pourrait dire des lieux moins fréquentés et moins connus que ceux qu'on a cités ? Évidemment, dans le top 3, on va dire, les plus connus, c'est le Grand Canyon. Le Grand Canyon, Monument de Valley. Monument de Valley. Il y a le lac Powell. Alors, le lac Powell, il est aussi en Utah, mais il y a une partie aussi qui est en Arizona qui est assez demandée. Ouais. Donc, ça serait les trois plus connus. Les trois plus connus qui sont dans la partie nord, justement, de l'Arizona. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour Sedona. D'accord. C'est où, Sedona ? Alors, Sedona, c'est sur la route, en fait, entre Phoenix et le Grand Canyon. Ouais. Donc, c'est vraiment sur la route. Mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas, quand on fait la route, à rencontrer un petit village comme ça, au milieu de canyons de grès rouge, avec de la pinède. C'est vraiment intéressant. Et puis, il y a énormément d'hôtels assez haut de gamme aussi. C'est là où on peut faire aussi du spa. Donc, c'est très sympa. Et après, le sud, le parc national de Sagaro, avec justement les fameux cactus qui peuvent monter jusqu'à 15 mètres de haut. Ça, c'est une destination qui est un peu moins fréquentée et qu'on aime bien aussi promouvoir pour nos clients. Carole, quels sont les coins que vous aimez tout autour de vous, que vous avez découverts en 20 ans et qui vous ont scotché ? Oui, alors moi, j'adore, je suis d'accord avec lui, j'adore le Saguaro Lake. Avec Romain, pardon. Le Saguaro Lake est magnifique, c'est vraiment un endroit sublime avec tous les cactus autour. Moi, j'adore aussi Antelope Canyon. C'est moins connu. C'est à côté du lac Powell. C'est beaucoup plus petit, mais c'est extraordinaire. Alors, tout le monde autour de cette table, en préparant cette émission, m'a cité Antelope Canyon. C'est quoi exactement Antelope Canyon ? Antelope Canyon, en fait, c'est un slot. C'est Laura qui expliquait, mais... Vas-y. Allez-y, Carole. Ah, ok. En fait, Antelope Canyon, c'est un tout petit canyon à côté du lac Powell. En fait, il faut vraiment descendre pour aller à l'intérieur. Et c'est extraordinaire parce que comme l'eau était là avant, ça fait des marques à tous les endroits et le soleil passe à travers. Il y a une couleur, c'est extraordinaire. Mais c'est pas très grand, donc en 45 minutes à peu près, on a fait le tour. C'est à côté du lac Powell. Il faut réserver pour y aller avant parce que ça fait partie des réserves indiennes. C'est un endroit franchement. C'est à côté de Page en fait et les gens peuvent pas y aller. Oui, les gens peuvent pas y aller comme ça librement. En fait, ce sont des visites guidées limitées à un certain nombre de personnes pour pas qu'il y ait de l'engorgement dans le canyon. Le site. Voilà. Et il y a Upper Canyon et Lower Canyon et en fonction des saisons, il y a une lumière extraordinaire. Elle est tout le temps extraordinaire, mais les photographes vous diront qu'au mois de février, c'est particulier pour prendre les plus belles photos. La roche est striée vraiment d'orange et de jaune doré. Oui, c'est comme ces photos qu'on voit où en fait la roche a été modelée par les courants. Par le vent et les eaux. Et les eaux, c'est ça. Oui. Donc ça fait des stries, des strates. Exactement. Rondes. En fait, c'est des canyons qui sont très étroits mais assez profonds. D'accord. On appelle ça slot canyon en fait. Okay. C'est vraiment très étroit, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir grand monde dans la grotte. Non. Et que c'est assez limité et qu'il faut s'y prendre. Nous, par exemple, pour tous nos clients, on la propose parce que sur place. Ouais.
ils trouvent pas de place. Donc voilà, faut réserver. En amont, quoi. Oui. C'est indispensable. Et ce sont les Indiens qui font la visite. Oui. Et c'est quelle tribu on sait? Là, ce sont les Navajo. Les Navajo, c'est la communauté la plus importante de tous les Amérindiens en Arizona, mais il y a quand même 22 tribus amérindiennes en tout. Il y a les Hopi, il y a les Wallapai, les Havasupai. Et d'autres communautés. Les Navajo sont près de 320 000 en Arizona. D'accord. Donc ils gèrent le canyon de Shea, ils gèrent Antelope Canyon. Il y a une pépite de musée à Tuba City qui s'appelle Explore Navajo Interactive Museum avec sur la culture amérindienne. Enfin, ils sont très présents dans le tourisme et la culture en Arizona. D'accord. Romain Chéreau, on parlait aussi à Flagstaff de téléphérique. C'est là? Ouais, c'est là, en fait, assez curieusement. Et on va d'où à où alors? Ça monte sur en fait, c'est entouré de montagnes. C'est-à-dire que, je sais pas si vous savez, mais on peut faire du ski à Flagstaff. Très bien. Quand un client m'a dit ça, j'étais assez surpris, parce que autant je savais qu'au Colorado, on pouvait skier, en Utah, on pouvait skier, mais en Arizona, je savais pas. Ce sont les San Francisco Peaks. Voilà, c'est ça. Ils sont vraiment pas loin de Flagstaff. Et donc, on appelle ça, aux États-Unis, on appelle ça gondole. Chez nous, ce serait plus un téléphérique. Donc, c'est une cabine. On va demander à Carole, parce qu'elle habite là. Elle va nous dire le nom, mais en tout cas, c'est un petit téléphérique, moi, je dirais aussi. Voilà, c'est un téléphérique qui monte sur la montagne et qui permet, hiver comme été, de bénéficier d'un magnifique panorama. Panorama. Donc voilà, c'est assez original. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'hiver là-bas, parce que je trouve que la lumière est beaucoup plus belle. Il y a beaucoup moins de monde. Les températures sont beaucoup plus agréables. Donc, ça ne sera pas la haute saison. C'est pas là où on enverra le plus de clients. Mais je trouve ça intéressant à mettre en avant. Ouais. Vous nous aviez caché ça, Carole. Donc, vous skiez l'hiver en plus? Oui, alors moi, je suis pas très ski, mais je suis plutôt, par contre, aller sur le lac, oui, avec grand plaisir, faire un petit tour. Il y a des balades en bateau sublimes à faire aussi bien sur le lac Powell que sur le Saguaro Lake. Mais le lac Powell est extraordinaire. Oui, louer un houseboat sur le lac Powell en famille ou entre amis, c'est une chouette expérience. Ah oui, ça c'est une bonne idée, ça. Ça c'est très très sympa. C'est en famille, ça peut se faire, oui. Oui, il y a des bateaux de différentes tailles et c'est très facile à conduire. Il n'y a pas besoin de permis bateau. C'est comme les bateaux péniches chez nous, sur les canaux là. Tout à fait. Et il y a un nombre de couchages selon les gens peuvent prendre de 4, 6, 8, voire même 12 personnes. Et ça, on peut faire ça 2 jours, 3 jours, 4 jours? Oui, le temps que l'on souhaite. Le tour du lac. Il y en a qui font à la journée. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a, il est grand. Il y a 3000 km de rivage, je crois. Il est très grand. C'est très très grand. Ah oui. Mais une bonne partie des canyons, Et ça fait partie de cette nature sauvage qu'on imagine. Alors nous, Lake Powell, typiquement, c'est vraiment là où on veut mettre les gens justement de nuit, parce que si on reste juste une nuit, qu'on regarde juste les abords du lac ou depuis Page, on voit pas ce qu'est le lac. C'est vraiment en prenant des tours en bateau ou des houseboats que justement on peut s'enfoncer dans le lac et justement pénétrer dans ces petits canyons qui font le rivage du lac, et c'est absolument magnifique. Vous conseillez tous de prendre un guide avec vous ou pas? Sur le lac Powell? Oui. Non, c'est pas forcément nécessaire. Et autour quand on commence à se balader un peu? Alors, autour, on l'a mentionné tout à l'heure, au canyon de Shea, à Antelope Canyon, c'est obligatoire. Monument Valley aussi. C'est bien, on peut le faire avec son propre véhicule de location, mais c'est bien de le faire en Jeep avec 5-6 personnes dans une Jeep avec un guide Navarro. Il aura des histoires à raconter, c'est plus... on en apprend davantage que de le faire soi-même avec un guide papier entre les mains, même si les guides sont formidables. Sur Monument Valley, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment chouette de le faire avec un guide indien. Il y a plein d'histoires, plein de petites anecdotes. Et il vous emmène dans des endroits où vous n'allez pas forcément trouver si vous y allez tout seul, en fait. Ouais, c'est génial. Il vous ouvre les portes quand même de choses que vous n'auriez pas vues avec votre œil, vous. C'est parce que la voiture de location, elle peut pas forcément aller. Il y a quand même des routes assez rudimentaires à Monument Valley, par exemple. Donc, y emmener sa voiture de location, c'est pas forcément ce qui est le plus conseillé. En tout cas, il faut rouler doucement. Il faut y aller doucement. Oui, très doucement. Mais voilà, c'est pour ça qu'on recommande la Jeep avec le guide Navarro. Carole, quand vous partez de Flagstaff en week-end, ou si vous avez des amis qui arrivaient dans le coin, vous leur dites quoi en premier de ne pas louper? Pas forcément à Flagstaff, mais autour? Oui, alors moi je suis plus sur Scottsdale, je suis à 2 heures de Flagstaff. D'accord. Mais Flagstaff c'est très joli aussi parce qu'il y a la route 66 qui passe, la mythique route 66, donc c'est vraiment très joli. Et moi j'aime beaucoup Monument Valley en fait, et Bryce Canyon aussi, c'est 2 endroits que j'aime énormément. Monument Valley parce que j'ai grandi avec John Wayne et avec la dernière séance d'Eddie Mitchell et on voyait à chaque fois tous les mardis soirs en fait les westerns. Et quand on arrive sur Monument Valley, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'on arrive directement dans un film de John Ford et qu'on va voir John Wayne apparaître. C'est vrai. Ça n'a pas bougé depuis l'époque. Ils ont fait un travail extraordinaire pour préserver et ça n'a pas bougé depuis cette époque-là, en fait. Et ce qui est encore mieux, c'est de loger à l'hôtel The View, qui est le seul hôtel dans le parc.
Et la plupart des chambres ont le balcon, ont vue sur Monument Valley. Et au lever ou au coucher du soleil, c'est un spectacle incroyable. Il n'y a personne dans le parc et c'est vraiment... Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Quand j'ai fait le Grand Canyon, je l'ai fait en hélicoptère. Bon, c'était pas très cher à l'époque. Je pense que ça a dû un peu bouger. Mais je me rappelle comme ça de ce saisissement quand l'hélicoptère il fait un peu du survol comme ça en stationnaire. Et tout d'un coup, on plonge dans le Grand Canyon et ça c'est absolument génial. Mais le Grand Canyon ne se visite pas forcément en hélicoptère. C'est pas la meilleure façon de visiter. On peut descendre en bas. C'est une des bonnes façons de le visiter. Le survol, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Sinon, on peut descendre. En plus, c'est à l'américaine, c'est hyper sécurisé. Le gars, il pilote super bien. Oui, il n'y a aucun problème. On peut faire une randonnée. On peut descendre dans le canyon en randonnée. On peut le faire à dos de mule. Ah, à dos de mule. Voilà. Ou alors, on peut même louer des vélos et s'arrêter aux différents points d'observation tout autour. C'est surtout la rive sud du Grand Canyon, parce qu'il faut savoir que la rive ouest, quand les gens sont à Las Vegas, ils visitent la rive ouest. C'est ce que j'ai fait, moi, sans doute. Et c'est possible. Je venais de Las Vegas, donc forcément. Alors oui, forcément. Et elle est à 445 km de la rive sud en Arizona. Ah mince. Donc, mais c'est quoi la différence? C'est très très grand. Entre la rive sud et la rive ouest, hormis ces 445 km qui séparent? Ce sont deux rives différentes, mais en tout cas... Physiquement, elles sont différentes? Oui, même si ça reste évidemment un paysage rocailleux de canyon forgé depuis des millénaires, mais c'est une autre perspective du canyon. D'un point de vue pratique, toutes les offres hôtelières sont sur la rive sud. Ah oui? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a Grand Canyon Village qui est sur la rive sud. Il y a El Tovar. Ouais, il y a l'hôtel mythique El Tovar, mais il y a aussi beaucoup d'hôtels. Et pourquoi il est mythique El Tovar? Il date du début des années 1900. C'est un hôtel historique. Ah, il est resté dans son jus? Oui, il est resté dans son jus. En bois sombre. Il est à 50 mètres de la rive sud. Il est juste à proximité de... Et on loge vraiment dans le parc. Et ça, c'est des questions pratiques. L'hébergement, il vaut mieux le réserver suffisamment à l'avance. Si on veut loger à l'intérieur du parc. Bon, sinon, il y a Tusayan qui est à l'entrée. Tusayan. Et qui est à une dizaine de kilomètres de l'entrée du parc. On trouve aussi des hôtels. D'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde sur la rive sud, parce que toute l'offre hôtelière est concentrée... Et il faut essayer de changer ça ce soir, mes amis. Voilà. Invitons les gens à changer un petit peu de leurs habitudes. Pour les survols, on a mentionné le Grand Canyon, mais on peut faire aussi des survols du lac Powell. Nous, on en propose et c'est aussi en hélico. En hélico aussi, et on peut faire des survols en montgolfière aussi. Ah ça on va en parler. Voilà. On va parler du survol en montgolfière, j'y tiens beaucoup pour découvrir l'Arizona, c'est génial. On se retrouve tout de suite, on marque une pause mes amis, on parle de l'Arizona, à tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et avec Laura Guarneri, on se laisse charmer par l'Arizona et ses paysages et ses images iconiques qui nous viennent évidemment tout de suite à l'esprit. Vous êtes responsable presse de l'Office de tourisme de l'Arizona en France. Nous sommes avec Romain Chéreau, directeur du Cercle des Voyages, agence de voyage qui fabrique des voyages sur mesure, enfin personnalisés on va dire plutôt. Éco-construits. Éco-construits. Alors voilà, on va en parler aussi de l'éco-construction. Et Carole Morgan qui est avec nous depuis Scottsdale où elle est photographe installée depuis 20 ans en Arizona. Elle était parisienne et maintenant elle est devenue arizonienne. C'est ça un peu, Carole? C'est ça, c'est exactement ça. Romain Chéreau, on parlait tout à l'heure des montgolfières. Ça, c'est une très bonne idée, on s'y attend pas. Non, on s'y attend pas. Et puis, ça plaît énormément. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus paisible, évidemment. Ça dure combien de temps, voler en montgolfière? C'est sur le lac, hein? Non, c'est au-dessus du désert. Au-dessus du désert, très bien. Donc, c'est plus dans la partie sud, justement, la partie Tucson. Et donc, c'est plus au-dessus du désert de Sonora. À Phoenix et Scottsdale aussi, voilà, on peut le faire au-dessus du désert. Donc, on y va le matin? C'est vraiment au moment du lever du soleil. Donc, 5 heures. 5h30. 5h30. Il faut se lever tôt, donc. Le temps que le ballon soit prêt. Et ça dure combien de temps? Ça dure 45 minutes. 40 minutes. Ah, c'est un petit vol. Ouais, mais bon, c'est... Après, on fait un petit bond, hop, d'accord. Ah, mais là, qu'est-ce qu'on voit quand on est là? On monte haut, non? 100 mètres, 200 mètres, à peine, à peu près. Moi, j'en ai fait des vols en montgolfière, c'est à peu près ça. Hein. Oui, et on est vraiment au-dessus du désert de Sonora, on voit les cactus, on voit les montagnes, en tout cas à Phoenix et Scottsdale, on voit les montagnes, le Camelback Mountain et d'autres montagnes, Saint Miguel, toutes les montagnes qui entourent les villes. Et on se déplace en silence. Exactement, c'est ça qui est marquant. C'est ça qui est génial. Voilà, exactement. Vous l'avez fait au loin, les hauts plateaux, enfin, c'est assez impressionnant. Ça, c'est le conseil du jour, ça. Faites-le en montgolfière. Voilà, exactement. On peut le dire, ça. Voilà. D'accord. Vous l'avez fait, vous, Carole, le déplacement en montgolfière? Vous qui êtes photographe? Alors non, moi, je ne l'ai pas fait. Ah, je l'ai souvent.
Ouais, c'est ça. Vous savez, c'est souvent, est-ce que vous êtes monté à la Tour Eiffel quand vous habitez à Paris? Non. Des fois, on le fait quand on n'est plus à Paris. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez quand même fait des choses un peu insolites dans votre découverte de l'Arizona? Je pense qu'ici, en fait, même une petite balade dans le désert au milieu des cactus avec le silence, c'est insolite, c'est vrai. Pour moi qui viens de Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, j'ai jamais eu ce silence et jamais eu cette beauté de kilomètres et kilomètres à perte de vue avec personne. Il n'y a personne, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et ça, pour moi, c'est insolite venant de Paris. Est-ce que vous êtes fait des road trips en voiture, en Harley-Davidson, en vélo, à cheval? Non, j'ai pas fait ça. Enfin, des road trips en voiture, oui, effectivement. Oui. Tous les endroits dont vous citez, c'est des choses qu'on a fait en voiture. On s'arrête, on prend des photos. C'est des endroits magnifiques, en fait. Beaucoup de gens le font en Harley, en fait. Beaucoup de Français viennent et le font en Harley. C'est pas mal aussi. Hein. Surtout sur la route 66. Ouais. Ils louent des motos à Flagstaff et ils filent sur la route 66. Ça, c'est très sympa. Alors, autre monument, évidemment, de l'Arizona, la route 66. Elle part d'où? Elle va où? Et comment on peut l'aborder? Alors, bon, la route 66, c'est donc la fameuse route historique qui va de Chicago à Los Angeles, et qui fait à peu près 3600 km. Et la plus grande portion de la route historique, elle se trouve en Arizona, elle fait 624 km précisément. D'accord. Et elle arrive du Nouveau-Mexique, elle traverse l'Arizona et continue en Californie. Et donc là, on arrive, la première étape, c'est Holbrook, où les gens peuvent loger au Wigwam Motel. Il y a un motel où les chambres sont en forme de tipi. D'accord. C'est assez amusant. Rigolo. Et à côté, il y a la forêt, le parc national de la forêt pétrifiée. Et puis après, ça continue. C'est quoi ce parc national de la forêt pétrifiée? Alors, c'est un parc où on trouve des pierres fossilisées d'il y a 220 millions d'années. Avec des formes particulières. Des troncs d'arbres, beaucoup de troncs d'arbres Oui, fossilisés, c'est ouais. ça. oui. Ouais. Et à perte de vue. Oui. C'est immense. Il y a Painted Desert aussi, pas très loin. Et Alors, les c'est deux quoi parcs, Painted Desert? c'est un désert avec des roches striées de couleurs. Ah oui. Encore une fois, à perte de vue. Donc, c'est l'immensité, c'est la nature dans toute sa grandeur et sa splendeur. Et ça, au D'accord. coucher de soleil, c'est magnifique. Hein. Ah oui. C'est la couleur du soleil couchant qui frappe justement ces dunes de pierre avec les couleurs. C'est un très beau spectacle. C'est un Ouais. kaléidoscope que je disais dans le Exactement. lancement. Voilà. Ouais. C'est Et donc, chatoyant. après, sur la route 66, si on continue, on arrive à Winslow, qui est connu des Américains, mais peut-être des Français aussi, parce qu'il y avait une chanson des Eagles qui s'appelait Take It Easy, Ah oui. et qui à un moment parle de Vous Stan. pouvez nous la chanter, Laura, non? Non, là Non. tout de suite, non. Mais, qui parle de Winslow, et ensuite Flagstaff. Ensuite, on arrive sur la partie encore plus historique, en fait, à Seligman, où il y a les diners avec les vieux néons, avec les vieilles pompes à essence D'accord. abandonnées. Ce que vous appelez les diners, c'est les restaurants sur le bord de la route, C'est là, ça, exactement. qui sont souvent des caravanes. Enfin, ça a une Aussi, forme de Aussi, en il y a aluminium. des là. Airstream, Ouais, ce qu'on ouais, appelle les Airstream. Les Mais Airstream, oui. sinon, c'est des coffee shops C'est ça. relativement simples. On mange des bons burgers, Mais bien des sûr, frites. bien sûr. Et il y a un autre village qui s'appelle un peu plus loin. Donc on arrive. Il y a Kingman aussi, qui est là où se trouve le musée de la route 66. Et ça, on le recommande parce que ça parle de toute l'histoire. Il y a même un musée de l'automobile au sous-sol. On voit plein de vieilles voitures qui ont traversé la route. Il y a Ottman aussi, qui est un tout petit village, pareil sur la route 66, abandonné. Et il y a des burritos, des ânes sauvages qui se baladent dans le village. Les fameux burritos. C'est ça. Donc, les burros, pardon. Les burros, oui. Les Ce que je disais burros. burritos, c'est burros. On mange les burritos, Ouais. mais là, ce sont les ânes, on les mange On pas. ne mange pas les burros. Voilà, et après, la route continue en D'accord. Californie. Donc ça, c'est vraiment... Vous êtes c'est un d'accord, chouette road Romain? trip. C'est un chouette road Ouais, trip à alors, faire ça. et puis ça, les motos, nous, les clients nous le demandent souvent pour une ou deux journées. Ils vont pas faire tout le road trip à moto. Mais c'est vrai que souvent, ils vont louer une moto pendant 1 ou 2 jours. Ils vont laisser les valises dans l'hôtel où ils étaient là précédemment. Après, ils prennent la moto, ils font peut-être 2-3 jours. Puis ils reviennent récupérer après leur bagage. Mais techniquement, dans il faut qu'ils aient leur permis moto ou pas? Oui? C'est mieux? Je crois que ça dépend de... Alors, je suis pas expert de la dépend des moto, cylindrés, mais hein. ça dépend des cylindrés. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais en général, ce sont des grosses motos. Des grosses motos, Souvent, ouais. ils veulent parce des que Harley ou... Voilà, et là, voilà. Donc oui. ça, je saurais pas dire, effectivement. Mais si- il faut qu'ils aient une habitude de conduite quand même. Ah oui, c'est Ouais, sûr, bien c'est sûr. Ils peuvent Mais pas. c'est vrai que c'est souvent sur des... C'est rare quand on fait un road trip 100% moto. D'accord. Souvent, on va faire des petites portions. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'expérience d'être sur la route 66 en Bien moto. sûr, ça fait partie des choses incroyables à faire Ouais, dans c'est sa ça. vie. Johnny Hallyday l'a fait tellement souvent. Oui. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a encore des villages abandonnés, des villages fantômes en Arizona? Vous savez, Oui, il y a plusieurs anciennes villes minières, Ouais. dont certaines totalement abandonnées. Bon, il reste 3 maisons, donc c'est pas forcément dans les circuits les plus touristiques, mais sinon il y a des villes minières qui ont été transformées
C'est le cas notamment de Jérôme qui est au-dessus de Sedona, où il y avait une mine d'extraction et qui a été transformée en localité où on peut déguster du vin, il y a des galeries d'art, il y a un vieil hôtel un peu hanté aussi. Donc ça, il y a ça qui est au nord de Phoenix, et au sud, dans le sud, il y a Bisbee. Et Bisbee est devenue une communauté un peu hippie, un peu laid back, c'est-à-dire à la cool, où pareil, il y a des boutiques vintage, des galeries d'art, et on peut visiter la mine où ils extrayaient il y avait des extractions de cuivre, d'argent et d'or. On peut la visiter. Donc on descend dans la mine et dans un wagonnet, et on circule. Il ne faut pas être claustrophobe. Non. Mais c'est une chouette activité à faire. Ouais. Vous nous faites rêver sur l'Arizona parce que vous nous donnez des conseils de visite et de voyage un petit peu hors des sentiers battus. Déjà, on privilégie le nord plutôt que le sud. Hein, enfin, c'est en tout cas moins connu. Oui, la plupart des Français qui partent en Arizona, alors la plupart des Français déjà font le circuit ouest américain, et donc survolent au sens passent quelques jours seulement, peut-être dans le nord de l'Arizona. Alors qu'il y a tellement d'autres choses. Quand on descend au fur et à mesure du Grand Canyon à Flagstaff, à Sedona, à Phoenix, Scottsdale et ensuite à Tucson, il y a beaucoup de choses, de la proximité avec le Mexique. Et puis il y a les ranchs. Il y a les ranchs, on va en parler des ranchs. Mais parlez-moi avant aussi du ciel la nuit. Il paraît que le ciel est magnifique. Oui, c'est ce qu'on appelle le dark sky. Les dark skies en Arizona, le ciel est réputé parce qu'il y a on voit les étoiles, c'est juste incroyable. Et il y a 2 observatoires en fait qu'on peut visiter. Il y en a un à Flagstaff qui s'appelle Lowell, l'observatoire de Lowell, où Pluton a été découvert en 1929. D'accord. Et là, on voit les étoiles. Et il y en a un autre qui est près de Tucson. D'accord. Kitt Peak, l'observatoire de Kitt Peak. Donc c'est aussi une activité. On propose celui de Lowell, pour les clients. Vous confirmez, Carole, le ciel est magnifique la nuit? Ah oui, alors je confirme, et alors je confirme d'autant plus que la personne avec qui je travaille, l'artiste sur qui je fais un documentaire, Rotrot, elle a peint ces galaxies en arrivant en Arizona en fait. Parce que c'est tellement clair, tellement joli, on voit tellement les étoiles, le ciel il est incroyable. Et du coup, c'est ce qui lui a donné l'envie de peindre ce ciel étoilé, en fait. Et du coup, elle a des galaxies. C'est magnifique, vraiment. C'est vraiment sublime. Et top. Aussi, je voulais vous dire sur les couchers de soleil, le coucher de soleil, le lever de soleil. Lady Gaga l'a chanté il n'y a pas très longtemps dans A Star is Born, Arizona Sky. Et c'est vrai que l'Arizona est vraiment connu pour ses ciels, les couleurs de lever et de coucher de soleil. Moi, j'ai jamais rien vu ailleurs. Aussi joli en fait. Jaune orangé, c'est splendide. Sublime, c'est d'un romantisme torride, échevelé. Extraordinaire. Et puisqu'on en est là, on ouvre une petite parenthèse. Vous êtes en train de travailler sur un documentaire d'une artiste qui s'appelle comment? Rotrot. Rotrot, donc c'est une artiste franco-allemande qui a 84 ans, qui est une femme formidable. Et en fait, c'était la femme de Yves Klein, le Bleu Klein. Oui. Et du coup, elle vit ici en Arizona justement pour toutes ces merveilles. Elle est très très proche de la nature. Et je fais un documentaire sur elle, sur sa vie, sur sa vie, sur sa vie, sur son art, sur la belle personne qu'elle est, sur aussi les rencontres qu'elle a fait. Elle a connu Christo, Armand, Niki de Saint-Phal. Elle a connu tous ces gens en fait à cette époque. D'accord. Et c'est une des dernières personnes à pouvoir témoigner de cette époque-là. Et il est bouclé votre documentaire. Il fait combien en temps, en durée? Il fait 60 minutes. 60 minutes, et vous cherchez un diffuseur. Donc on va lancer un appel, profitons-en, comme vous êtes là-bas et nous on est en France, on lance un appel. Vous cherchez une chaîne de télé qui pourrait le diffuser ici en France. Exactement. Donc là, il va être projeté en Arizona au Phoenix Art Museum le mois prochain. On va le présenter, et on cherche une chaîne en France après pour le diffuser. Donc, on va essayer de vous aider sur ce coup-là. Déjà, on diffuse l'information et puis après, on en reparle. Super gentil. Merci Carole. On va marquer une petite pause et dans un instant, on va parler de choses un peu insolites. J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'Arizona insolite, que si vous avez des idées, profitez-en, on fait une pause de quelques minutes. Chauffer un petit peu les cerveaux, les souvenirs, et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et c'est surtout d'Arizona dont il est question dans le monde à découvrir ce soir avec Laura Guarneri, responsable presse de l'Office de tourisme de l'Arizona en France. Romain Chéreau, directeur du Cercle des Voyages. Président. Vous êtes président, sinon pas encore? Non. De l'agence de voyage qui travaille sur Co-construction de voyage. Co-construction de voyage. Et Clara Morgan, mais non. Carole Morgan, photographe depuis 20 ans à Arizona, qui est installée en ce moment même en direct avec nous au téléphone à Scottsdale. J'ai du mal ce soir. Et autrement, on va parler d'insolites et d'hébergement insolite. Est-il vrai qu'on peut trouver
des choses qui sortent des sentiers battus, qu'on n'est pas obligé d'aller soit dans un motel, soit dans un hôtel grand luxe en Arizona. Justement, l'image un peu de l'Ouest américain, c'était justement ces hébergements en motel. C'est ça. Qui ont leur charme aussi. Hein. Qui ont leur charme, mais c'est vrai que l'offre s'est beaucoup diversifiée, il y a beaucoup de qualité. Et nous, par exemple, on peut envoyer des clients dormir dans des tentes. Indiennes, des tipis. Tipis, mais aussi des tentes type glamping un petit peu. Ah, très bien. Glamping, c'est le camping de luxe. Oui. Voilà, il y a des yourtes. Il y a des yourtes en Arizona. Oui. Voilà, il y a des skydomes aussi pour justement C'est avoir... quoi un skydome? C'est un hôtel un peu bulle où on peut voir justement le ciel étoilé depuis sa chambre. Quoi. D'accord. Et des ranchs. Notamment dans le sud de l'État. Alors ce qu'on appelle plus des guest ranch, parce qu'il y a aussi les working ranch où c'est des ranchs où il y a encore de l'élevage de bétail. Ouais. Mais il y a aussi des ranchs qui sont un peu plus touristiques, du coup un peu plus haut de gamme et un peu plus qualitatifs. Et voilà, on peut faire 2-3 nuits dans un ranch en plein milieu de la nature, en plein milieu du désert. Oui, tu mentionnes des ranchs touristiques. En fait, oui, c'est des passionnés d'équitation qui vont là. Il y a des gens qui séjournent depuis 20 ans, 22 ans, qui sont vraiment passionnés. Mais pour les visiteurs français, qui sont pour le coup touristes, ils peuvent y séjourner même s'ils sont pas amoureux du cheval. Voilà, même s'ils font pas du cheval du matin au soir, parce qu'il y a différentes activités comme un peu de randonnée, il y a du vélo. Oui, il y a de la randonnée, du VTT, il y a les barbecues, il y a les chants le soir autour du feu. On peut apprendre la line dance façon cow-boy. Donc racontez-nous ce que c'est que la line dance. On est en ligne, en ligne comme ça, comme son nom l'indique, et avec ses sentiers. Et on fait tous les mêmes mouvements. Et on fait tous les mêmes mouvements. C'est un peu comme le Madison de nos parents, non? Oui, ça doit être ça, peut-être, sur une musique western en tout cas. Et donc ça c'est sympa à faire. Et puis on peut aussi rassembler le bétail, on peut apprendre à manier le lasso. C'est énorme, c'est génial. Voilà, c'est génial. Donc franchement, ouais. Voilà. Mais touristiques, mais néanmoins, ce sont des structures qui n'ont pas... il y a des structures à 18 chambres, ce sont des maisons souvent individuelles. C'est pas des grosses structures, donc c'est pas le tourisme de masse. Quand les gens y vont, ils trouvent vraiment la vie de cow-boy authentique, même si c'est un guest ranch, par opposition effectivement au vrai ranch où il travaille encore avec le bétail, etc. Mais c'est une très très belle expérience à faire. D'accord. Carole, vous avez fait ce genre d'expérience, vous Alors non, c'est toujours ça. Toujours pas. Ouais. Non, toujours pas. Mais par contre, on est allé dans des ranchs, on a fait plein de trucs vraiment sympas, mais on n'est pas resté sur place aussi longtemps. En fait, quand on vit ici, c'est des choses qu'on vit au quotidien, en fait. Bien sûr. Donc du coup, on est moins intéressé de le faire que des gens qui vont venir juste une fois. Ils vont essayer de tout faire en 2 semaines. Par contre, c'est vrai que c'est très très agréable. Il y a aussi souvent, ils font des feux de camp dans les ranchs à la fin avec des schmoz. Ils mettent vous connaissez ça, les chamallows, avec du chocolat et une petite un petit gâteau. Et les enfants, ils font ça souvent. C'est super mignon. Donc ça, c'est les trucs qu'on fait. Et c'est vrai, la religion du barbecue, c'est vraiment le pays du barbecue? Ouais. C'est vrai. Ça, c'est incontournable. Et si on ne goûte pas un barbecue en Arizona, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Il y a de la très 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 bonne viande dans l'Ouest américain et en Arizona aussi. Ça, c'est vrai qu'il y a une bonne viande de boucherie, absolument tendre, le bœuf, délicieuse, conserve épaisse. Et ça, c'est avec vraiment un bon verre de vin d'Arizona aussi. Exactement, parce qu'il y a des vignobles. Il y a des vignobles en Arizona. Alors parlez-nous des vignobles en Arizona. Je crois qu'il y a plus de 120 vignobles, je crois, en Arizona. Il y a quand même des vallées assez fertiles, notamment du côté de Sedona. Et moi, je me rappellerai plus du vin que j'avais pris, mais bon, c'est des vins assez forts, parce qu'évidemment, ils baignent dans le soleil. Il y a du merlot, du cabernet, du cabernet, il y a du sauvignon. Exactement, il y a du malbec aussi. Donc c'est vrai que c'est super agréable et on s'attend pas non plus à avoir justement ces vignobles dans cette région. Et si je pousse la porte de votre agence et je vous dis que j'adore le golf, vous me trouvez des golfs partout en Arizona? Alors nous, on n'est pas ultra spécialiste du golf, mais on va trouver des golfs, surtout à côté de Scottsdale. C'est ça. C'est assez marrant parce que nous, si je parle vraiment un petit peu technique en termes de prix, l'hiver il va être un petit peu plus cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire du golf, alors que l'été, notamment à Scottsdale, il y a quand même beaucoup d'hôtels très haut de gamme et qui sont beaucoup plus abordables parce que on fait pas de golf en plein été quand il fait 40 degrés. Donc c'est vrai que la saison du golf, c'est beaucoup plus. Donc ça, fait partie des conseils que vous donnez aux voyageurs. Ah complètement. De décaler. C'est encore une fois pour éviter un petit peu la masse, pour éviter les foules. C'est une bonne période pour y aller. Et pour les passionnés de golf, ça va être effectivement à ce moment de l'année, en hiver, où ils vont pouvoir faire du golf. Et si j'adore le jet ski? Le jet ski, il y a le Lake Powell. Pareil.
Lac Powell. Ouais, Lac Powell. On revient toujours au Lac Powell. Ouais. Bah, tout ce qui est le nautique, golf, il y a l'Open de golf de... Pardon. Oui, allez-y Carole. Non, je disais pour le golf, il y a l'Open de golf au mois de février. Les gens viennent de partout du monde entier. Il y avait Tiger Woods qui était toujours là. Et en fait, chaque année, c'est vraiment un endroit où les gens... Moi, j'étais surprise que les gens viennent pour le golf en Arizona, en fait. Mais c'est vraiment un endroit qui est très prisé pour le golf aussi. Ça, et il y a aussi, ce qui est très, très agréable aussi, c'est comme c'est très sec, l'Arizona, beaucoup de vieilles voitures. Donc Barrett Jackson et beaucoup d'expositions de vieilles voitures, beaucoup de collectionneurs, en fait. Oui, parce qu'elles sont bien conservées. Voilà. Ouais. C'est la même chose pour les avions. Oui, c'est vrai. C'est la même chose près de Tucson où il y a le Pima Air and Space Museum. Alors ça, c'est énorme. Ouais, racontez-nous. C'est un musée qui est dédié donc à l'aviation et à côté il y a ce qu'on appelle le cimetière des avions. À perte de vue. Il y a 400 carcasses à perte de vue, 400 carcasses d'avions qui sont posées dans le désert grâce à ce climat sec désertique. Et donc on trouve des vieux appareils de la guerre du Vietnam, de la guerre de Corée, des Airbus, des Boeing, des Caravelles. On peut même monter dans le Air Force One de Kennedy. Ah, génial. Ah bon? Ça se visite ça? Ah bon, je l'avais fait personnellement. Et il est à l'extérieur et on peut rentrer dedans. Mais ce sont des avions qui ne revoleront jamais, on est d'accord, ils sont vraiment là. Non, mais ils les utilisent parfois pour des pièces détachées, en fait. De temps en temps, ils se servent en prenant des pièces. Il est où ce cimetière des avions? À côté de Tucson. Facile à trouver. Oui. Et là, on a vraiment cette vue absolument extraordinaire de la perte de vue d'avions garés, en fait, rangés là dans le désert. Posés vraiment au sol, dans le désert de Sonora. Oh c'est quand même... magnifique, Vous connaissez Carole, le FS, ça, quand même? Oui, c'est magnifique. En fait, mon mari est pilote, donc du coup, forcément, c'est un des premiers. Pour les passionnés d'aviation, c'est un incontournable. Mais c'est vrai que c'est incroyable parce qu'il y a toutes les compagnies, toutes sortes d'avions différents. C'est vraiment incroyable, c'est super joli. Il y a même des petits tours guidés en petit train à l'intérieur du musée pour faire des visites. Donc c'est interactif, les familles adorent évidemment. Donc non, c'est très bien organisé. Et... C'est assez sympa. Et est-ce qu'on peut faire un petit tour d'Arizona en avion privé? On peut se mettre avec un pilote. Oui, mais il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui partent de Phoenix et qui en bimoteur pour aller au Grand Canyon. En voiture, c'est à peu près 4 heures, mais en petit Cessna, on y est très facilement. Donc, Et vous avez découvert l'Arizona vue du ciel, Carole? Ouais. Et alors, donc Ouais, c'est très joli aussi. C'est tellement beau. En fait, ces cactus. Moi, qui ai grandi à Paris, de voir tous ces cactus, des forêts entières de cactus, c'est impressionnant. Et puis tous ces paysages. Il y a aussi un endroit qui est très joli à Tucson où ils tournaient en fait des films, des westerns. Ils ont gardé les studios en fait où ils tournent encore des films. C'est assez incroyable de voir tous ces westerns tourner là-bas aussi. Oui, c'est Old Tucson Studio. Et qu'on voit des vieilles banques, des décors de cinéma en fait, des vieilles banques, les vieux saloons, vieilles hôtels. Avec il y a des figurants en costume d'époque, il y a des bagarres dans la rue. On a gardé ce côté mythologique de l'Ouest américain qu'on retrouve dans les films finalement. Oui, le Far West, la rue vers l'or, et c'est pareil pour Monument Valley. Monument Valley a servi de décor de cinéma à beaucoup de films. Beaucoup de films ont été tournés là-bas. Et Lake Powell aussi, la scène finale de Gravity par exemple, elle tombe... Sandra Bullock, l'actrice tombe dans le lac Powell. Dans le lac Powell, absolument. C'est un terrain favorable et qui est beaucoup utilisé par les réalisateurs hollywoodiens. Et on sait pourquoi, parce qu'il y a ce côté absolument fantastique du paysage. La lumière aussi. Qui est inspirant. Est-ce qu'il est facile de s'installer aux États-Unis en ce moment, Carole? Alors, ouais, je pense que c'est pas... En fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a un visa d'investisseur. Après, vous avez un visa aussi d'artiste, si vous êtes artiste. En fait, il faut prouver ce que vous faites. Un Américain ne peut pas le faire. Et puis après, si vous voulez vous installer, moi, j'ai des amis qui ont installé une petite boulangerie. Ils font des macarons, ils font des choses très françaises. Il y a pas mal de Français qui se sont installés ici, en fait. D'accord. Avec des visas de 5 ans. C'est des visas d'investisseurs. Ouais. Franchement, la vie, elle est très agréable et très, très différente. Donc, pas mal de Français, de plus en plus d'ailleurs. C'est beaucoup moins cher la vie ici qu'à Los Angeles, en Californie. Beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, du coup, beaucoup de gens quittent aussi la Californie pour venir ici. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, spontanément, vous m'avez dit la vie y est plus douce. Ah ouais, ça c'est... Il y a une douceur de vivre. Tout à fait. En fait, tout est possible ici. Les gens sont super gentils. Ils vous disent, moi, quand je suis arrivée ici, mon mari, je voyais, il saluait tout le monde. Je lui dis, mais tu connais tout le monde? Il me dit, non, je ne les connais pas. Les gens, ils vous disent bonjour dans la rue, ils vous croisent, ils vous sourient, vous demandez quelque chose, c'est toujours oui, c'est toujours possible.
Donc c'est vrai que venant de Paris, c'est assez agréable d'arriver ici et de s'installer. Tout le monde vous donne un coup de main. Les gens sont très, très positifs ici, je dirais. C'est vrai. On voudrait parler un petit peu des spas aussi, Laura. Vous nous disiez que c'est aussi une terre de spa. Alors pourquoi ? C'est lié à cette douceur de vivre ? Oui, c'est lié à tout ça. C'est lié aussi à la terre qui fournit l'aloe vera, qui fournit le jojoba, qui fournit la terre rouge autour de Sedona. Et tous ces produits de la terre sont utilisés comme pour les rituels de purification. Donc, il y a des spas merveilleux où ils utilisent des traditions ancestrales amérindiennes et on en ressort complètement transformé. Enfin, il se passe quelque chose. Oui, c'est une tradition qui remonte à très loin, mais qu'on peut aujourd'hui expérimenter dans plusieurs hôtels. Par exemple, au Miyamo Spa de l'hôtel Enchantment Resort à Sedona. Il est classé parmi les plus beaux spas du monde, les meilleurs spas du monde. Il y a aussi le Joya Spa, par exemple, à l'Omni Montelucia, qui est aussi magnifique. Enfin, il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'un spa, même si on ne loge pas forcément dans l'hôtel auquel appartient le spa, mais il ne faut pas hésiter à y aller pour se ressourcer. C'est ça, les gens veulent du bien-être, ils veulent de la déconnexion, ils veulent prendre le temps. Nous, on voit trouve ça en Arizona. Ah, complètement. Et puis les voyages sont beaucoup plus longs maintenant. Les gens, ils prennent le temps de rester 2-3 nuits à un endroit, alors qu'avant, ils allaient peut-être y rester qu'une nuit, ils allaient faire beaucoup d'itinérance. Là, c'est vrai que les gens, ils veulent vraiment de plus en plus prendre le temps, profiter, déconnecter. Et le bien-être, c'est une thématique très forte dans les voyages. Donc c'est vrai que dès qu'il peut y avoir des spas, c'est une belle opportunité, qu'on y loge ou pas d'ailleurs. Très bien. Cette émission est terminée. Laura Guarneri, merci d'avoir participé à l'émission. Merci. Romain Chéreau, Cercle des Voyages, l'adresse internet, le site www.cercledesvoyages.com. Facile. Et puis, merci également à Carole Morgan, qui est photographe installée à Scottsdale. On vous laisse, Carole. Merci pour votre témoignage et d'avoir participé à cette émission Le Monde à découvrir sur Sud Radio. Chers amis, à bientôt. Et merci pour cette découverte absolument onirique et fantastique de l'Arizona. Un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sud Radio, Le Monde à découvrir. Christophe Gicquel. Avec l'Arizona, entre légendes indiennes et nature sauvage, 320 jours d'ensoleillement par an.